Dans un monde où la frontière sépare le sang et la survie, un homme a choisi la justice au lieu de la vengeance. Découvrez l'histoire incroyable de Jacob Marlowe, le rancher qui a défié la guerre pour l'honneur et le respect. Le cheval peint, encore ensanglanté, gisait dans des fils barbelés derrière la grange lorsqu'Elias Darnell le trouva. 3 profondes entailles marquaient son flanc, si fraîches que le sang n'avait pas encore séché. Il se débattait, paniqué, aggravant ses blessures à chaque mouvement. Elias s'approcha lentement, main visible, voix basse et rassurante. Les yeux du cheval trahissaient la peur, il avait couru à toute vitesse, terrorisé. Lorsqu'Elias put enfin distinguer les motifs sur sa robe, des marques ocre et noires soigneusement peintes, un frisson le parcourut, ce n'était pas un simple cheval d'éleveur échappé, mais la monture d'un guerrier, bien loin de son territoire. Il passa 1 heure à couper le fil barbelé, parlant doucement pour lui montrer qu'il ne lui ferait aucun mal. Une fois libre, il la conduisit à l'abreuvoir où elle s'abreuva longuement, haletante. Elias examina ses blessures, des coupures nettes, non infectées mais nécessitant des soins. À la lueur d'une lampe, il nettoya les plaies avec de l'alcool, sutura la plus grave. Le cheval resta calme, comme s'il comprenait qu'on voulait l'aider. Quand le soleil se leva sur les collines à l'est, Elias se tenait sur le seuil, tasse de café en main, observant la monture dans son enclos. Il savait ce que tous les habitants de Nouveau Repos lui auraient conseillé, la garder, la vendre, ou la battre. Plus personne ne rendait de chevaux aux Shiman, pas depuis les raids, les incendies et les corps retrouvés dans le désert, flèches encore fichées dans la peau. Le territoire était en guerre, même si personne ne l'avouait officiellement. Les colons avançaient à l'ouest, les Shiman repoussaient, et des hommes mouraient pour des terres qui appartenaient déjà à d'autres. Mais Elias avait vu trop de morts. Vétéran de l'Union pendant 4 ans, il avait vu des jeunes mourir dans la boue de Virginie, rentrant chez lui pour découvrir que sa femme et son fils avaient succombé à la fièvre. La violence ne produisait que plus de violence, et il était las, épuisé de la mort et des choix imposés par les autres. Le cheval hennit doucement depuis l'enclos. Elias prit sa décision, il allait le rendre. Il monta en selle et guida la monture jusqu'à Red Rock, 12 miles au sud, un petit village de bâtiments usés servant les ranchs et mines dispersées du territoire. Il attacha les 2 chevaux devant le comptoir du poste de commerce et entra. Derrière le comptoir se tenait Samuel Corwin, un homme à la barbe jaunie par le tabac. Il leva les yeux, puis regarda par la fenêtre les chevaux. « C'est un cheval Shiman, dit Samuel d'un ton plat. « Je sais, répondit Elias. Je l'ai trouvé coincé dans des fils, je l'ai soigné. » Samuel plissa les yeux. « Tu comptes le garder ou le rendre ?» Le silence pesant tomba. Elias répondit calmement, « C'est la bonne chose à faire. » Samuel haussa la voix, « Elias, ils ont attaqué la ferme Patterson il y a 2 semaines. Maison brûlée, vieil homme tué, tout emporté. Tu veux aller leur rendre leur monture ? Ils te tueront pour l'effort. Ou ils apprécieront de récupérer ce qui leur appartient, dit Elias. Dans tous les cas, le cheval n'est pas à moi. Samuel secoua la tête. Écoute-toi. Tu parles comme un missionnaire. Ici, c'est le territoire Shiman. Ils ne respectent pas nos règles. Elias répliqua doucement, nos règles ? Celles où nous prenons leurs terres et sommes surpris quand ils se défendent ? Elias chevaucha vers le nord-ouest pendant 3 heures avant de voir le premier signe, un tas de pierres marquant le territoire. Le cheval sentit la présence des Shiman, oreilles dressées, narines frémissantes. Elias garda les mains visibles sur la selle. 3 cavaliers émergèrent des rochers, l'un d'eux plus âgé, cheveux noirs striés de gris, parlant avec autorité. Elias leva une main, l'autre vers le cheval. « Je ramène votre cheval, il était blessé. Je l'ai soigné. » Les cavaliers observèrent en silence. L'aîné s'approcha lentement, examina le cheval, puis Elias, notant les points de suture frais. « Toi faire ça ?» demanda-t-il en anglais approximatif. « Oui, répondit Elias. Elle était coincée dans des fils, j'ai nettoyé et recousu. Elle guérira. » L'homme inclina légèrement la tête, non pas confiance totale, mais un geste moins hostile, et appela les autres qui abaissèrent leurs armes. Il fit signe à Elias de le suivre, et ils s'enfoncèrent dans le canyon, jusqu'au camp où les femmes et enfants observaient les cavaliers. Le chef, un homme imposant au visage marqué,
examina le cheval et ses blessures, puis regarda Élias. Le cheval de mon frère, dit-il calmement. Volé 3 jours plus tôt. Raideur attaqué, tué 2 jeunes hommes, pris 4 chevaux. Nous pensions ne jamais le revoir. Élias répondit humblement, je n'ai rien à voir avec ce vol. Je l'ai trouvé blessé et je l'ai ramené. Les yeux du chef fixèrent Élias. Tu sais ce qui arrive si quelqu'un de mon peuple trouve un blanc avec notre cheval? Je sais, mais je suis venu quand même, dit Élias. Parce que j'en ai assez de voir les gens prendre ce qui ne leur appartient pas et appeler ça justifié. J'en ai assez de la violence. Les malentendus avaient été nombreux. Le cheval d'Élias avait été blessé et avait besoin d'aide. Après cela, il devait simplement retrouver sa maison. Le chef le fixa longuement avant de se tourner vers les guerriers rassemblés et de parler en langage shiman. Certains hochèrent la tête, d'autres restèrent sceptiques. Un jeune guerrier cria quelque chose qui ressemblait à un défi. Le chef leva la main et le silence s'imposa immédiatement. Il se retourna vers Élias. Tu as fait ce qu'aucun blanc n'aurait fait. Tu rends ce qui a été volé. Tu montres du respect. Il marqua une pause, considérant la situation, mais la confiance n'était jamais facile. Mon peuple a été trompé trop de fois. Promesses brisées, traités ignorés, terre volée. Comment savoir si tu dis la vérité? Que tu n'es pas un éclaireur envoyé pour trouver notre camp? Vous ne pouvez pas le savoir, admit Élias. À vous de juger si je dis la vérité ou non. Mais je vous le dis, je suis venu seul, sans armes dégainées. Si je voulais causer du tort à votre peuple, ce serait une manière idiote de le faire. Un sourire, ou peut-être une lueur d'amusement, traversa le visage du chef. Idiot ou courageux, peut-être une seule et même chose. Il ordonna alors à 2 guerriers de récupérer le fusil et le revolver d'Élias. Élias ne résista pas. Le chef fit signe vers un petit abri, tu restes ici. Nous observerons. Nous déciderons si tu dis la vérité ou mens. Si c'est vrai, tu vivras. Si tu mens. Il ne termina pas sa phrase, inutile. Élias fut conduit à un abri en bordure du camp. Il n'était pas attaché, mais 2 guerriers restaient à l'extérieur, clairement comme gardiens. Le soleil descendait à l'horizon quand Élias s'assit au sol, attendant de savoir si son choix lui coûterait la vie. Les heures s'écoulèrent lentement. Il écoutait les sons du camp, rires d'enfants, conversations de femmes, le tintement du métal travaillé. Une vie normale, semblable à tout village, juste avec une langue et des coutumes différentes. Il pensa à son ranch laissé vide. Si jamais il ne revenait pas, quelqu'un profiterait de l'occasion. Ses chevaux, ses terres, la cabane qu'il avait construite de ses mains, tout serait perdu. Mais il avait fait son choix. Il préférait mourir en ayant fait ce qui était juste que de vivre en sachant qu'il avait agi mal. Au coucher du soleil, le chef apparut à l'entrée de l'abri. Viens. Élias se leva et le suivit au centre du camp. Un grand feu brûlait, entouré de guerriers et d'anciens. Le chef leva la main, imposant le silence. Cet homme, dit-il assez fort pour que tous entendent, a ramené le cheval de mon frère, soigné ses blessures, est venu seul sur nos terres pour rendre ce qui a été volé. Certains disent que nous devrions le tuer, car il est blanc, issu d'un peuple qui vole nos terres et chasse notre peuple comme des bêtes. Des murmures parcoururent l'assemblée. Le cœur d'Élias battait vite, mais le chef continua, il n'a pas pris, il a rendu. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Il a montré du respect alors qu'il aurait pu agir par cupidité. Le chef sortit un cordon en cuir orné de perles et d'une petite pierre sculptée, qu'il brandit pour tous. C'est le signe de passage sûr. Tout Shiman le verra et saura que celui qui le porte est sous notre protection. Aucun mal ne lui sera fait ici. Il passa le cordon autour du cou d'Élias. Tu l'as mérité, murmura-t-il. Mais sache que si d'autres blancs te voient avec ça, ils te traiteront de traître. Ils ne comprendront pas, peut-être que j'ai choisi un camp, répondit Élias. Le chef sourit, bref mais sincère. Va chez toi, Élias. Vis en paix. Si tu vois des Shimans sur tes terres, n'aie pas peur. Ils ne te feront aucun mal. Élias retrouva ses chevaux et ses armes. Il monta, touchant le cordon autour de son cou, étrange mais juste.
Le retour fut long et silencieux. La lune éclairait les plaines argentées. Enfin, il aperçut son ranch. Épuisé, assoiffé, émotionnellement vidé, il s'effondra sur son lit. Le lendemain matin, il se réveilla au bruit des chevaux, 6 guerriers Shiman étaient dans sa cour, non en position d'attaque, attendant. L'un d'eux guidait un cheval portant un corps attaché. Elias s'approcha avec prudence. L'homme était vivant mais inconscient, visage tuméfié. Le guerrier dit simplement, « Voleur. Il a pris des chevaux, tué nos hommes. Nous l'avons trouvé caché. À toi de décider. » Elias comprit qu'il lui confiait la justice. Le voleur, Silas Kéran, connu pour ses excès et ses mauvais coups, n'était pas un homme bon, mais pas entièrement mal non plus. Pourquoi moi, pensa Elias. Les Shiman avaient reconnu sa clémence. Il avait rendu le cheval au lieu de le garder. Maintenant, il pouvait décider du sort du voleur. Elias refusa de prendre la vie, conduisez-le au shérif de nouveau repos. Que la loi fasse son travail. Le chef approuva, comprenant qu'Elias distinguait justice et vengeance. Les guerriers escortèrent Silas, et le chef dit enfin, homme blanc étrange, mais homme bon. Nous nous souviendrons. Elias resta dans sa cour, le cordon au cou, regardant le soleil se coucher sur les collines. Il avait rendu un cheval volé et choisi la clémence. La loi et la paix l'avaient sauvé, et il savait qu'il pouvait désormais vivre selon ses principes. Plus tard, Frank Corwin arriva en annonçant la nouvelle du voleur livré à la justice grâce à Elias. Le ranchier sourit, conscient que l'honneur et le respect avaient triomphé sur la violence. Elias avait raconté toute l'histoire à Frank, comment il avait trouvé le cheval et pénétré en territoire Shiman, comment il avait été conduit au camp, reçu le cordon de passage sûr, et comment les guerriers étaient revenus ce matin avec Silas. Frank écouta sans interrompre, son expression passant de la scepticisme à l'incrédulité, puis à une forme de respect, peut-être réticent. « T'as de la chance d'être en vie, » dit Frank quand Elias eut terminé. « Je sais aussi que tu vas avoir des problèmes. En ville, on parle déjà. Certains disent que tu es un ami des Indiens, d'autres pensent que tu as perdu la raison à trop vivre seul. »« Qu'ils parlent, » répondit Elias. « J'ai fait ce que je pensais juste. C'est tout ce qu'un homme peut faire. » Frank resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Peut-être. Peut-être. » Il se leva pour partir, puis fit une pause. « Pour ce que ça vaut, Elias, je crois que tu es soit l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus insensé. Peut-être les deux. »« Quelqu'un d'autre m'a dit la même chose, » répondit Elias. Frank monta à cheval. « Fais attention ici. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu as fait. Certains pourraient décider de te faire payer pour ça. »« Je m'en souviendrai, » dit Elias. Frank partit dans l'obscurité naissante. Elias termina son café et rentra dans sa cabane. La maison était silencieuse, exactement comme il aimait. Il accrocha le cordon de perles sur un clou près de la porte, rappel constant de ses choix, une promesse de rester fidèle aux principes qu'il avait maintenus en vie. À l'extérieur, les étoiles commencèrent à apparaître une à une. Dans les canyons au nord-ouest, Nanty et son peuple se préparaient à passer la nuit. Et au sud, Silas Crenshaw attendait en cellule, pour répondre de ses crimes. Le monde continuait de tourner, la violence et la paix existant côte à côte comme toujours. Mais dans ce petit coin du territoire, un homme avait choisi différemment, et ce choix avait des répercussions inattendues. Elias avait rendu un cheval volé au Shiman, au coucher du soleil, quand un homme fut apporté attaché sur une selle, au lieu de venger, il avait choisi la justice. Une petite décision, peut-être, dans une guerre sans fin entre colons et indigènes, entre cultures incapables de se comprendre, mais parfois les petites choses importent le plus. Des actes d'honneur dans un temps sans honneur, des moments de clémence dans un pays impitoyable. Les semaines suivantes amenèrent des changements qu'Elias n'avait pas anticipés. On parlait de lui partout, il avait rendu le cheval Shiman, refusé d'exécuter le voleur, gagné le respect et le passage sur du chef Nanty. Certains habitants de Nouveau Repos le regardaient avec suspicion, d'autres cherchaient son conseil lors de conflits avec les Shiman. Il devint un médiateur, un pont entre deux mondes en guerre. Son ranch resta paisible.
Fidèles à la parole de Nanti, les Shiman ne raidaient jamais ces terres. Parfois, Elias apercevait des guerriers sur les crêtes lointaines, l'observant, mais jamais menaçant. Ils partageaient simplement leur vigilance envers l'homme qui leur avait montré du respect. Un matin, Elias trouva un cadeau devant sa porte, un morceau de cerf fraîchement préparé. Aucun mot, aucun signe de qui l'avait laissé, mais il comprit. Les Shiman rendaient sa gentillesse, partageant le fruit de leur chasse, reconnaissant le lien de respect mutuel. Frank Bellamy vint un après-midi avec des nouvelles. Silas Crenshaw avait été condamné à 10 ans de travaux forcés pour vol et meurtre. Le juge avait tenu compte du témoignage des Shiman. La justice ne devrait pas se soucier de qui est la victime, dit Elias. Mais certaines personnes commencent à voir les choses autrement. 2 mois plus tard, alors qu'Elias réparait sa clôture, il aperçut des cavaliers. Sa main alla instinctivement à son fusil, puis il se détendit en reconnaissant le chef Nanti à la tête du groupe. Ils s'arrêtèrent à la ligne de la clôture, respectant la limite. Elias posa ses outils et salua. « Nanti. »« Elias Marlowe, » répondit le chef. « Tu construis solide, comme un homme qui compte rester. »« C'est mon intention. »« C'est chez moi. »« Bonne terre nécessite des gens qui l'aiment, pas qui prennent et partent, » approuva Nanti. Il s'exprima alors sérieusement, « Mon peuple doit bientôt se déplacer. Des soldats viennent de l'Est. Nous avons besoin de lieux sûrs pour l'eau, la chasse, le repos. » Elias comprit où il voulait en venir. « Tu veux utiliser mes terres ? » Pas prendre, partager, clarifia Nanti. « Quand nous passerons, nous nous arrêterons à ton puits, chasserons sur tes terres, resterons 1 ou 2 nuits, puis repartirons. En échange, nous protégerons tes terres contre les raideurs, voleurs ou quiconque voudrait te nuire. » Une proposition audacieuse. Si l'armée découvrait qu'Elias accueillait les Shiman, il serait accusé de trahison. Mais refuser briserait la confiance fragile qu'il avait bâtie. Après un instant de réflexion, il accepta, « Quand votre peuple aura besoin de repos, d'eau ou de nourriture, cette terre est ouverte. Mais j'ai une condition. » Laquelle ? Pas de violence. Sur ma terre, aucun raid, aucune attaque. Cet endroit est neutre, un lieu de paix. Nanti réfléchit puis serra sa main selon le geste des Blancs. Tu es un homme inhabituel, Elias Marlowe. Tu me fais croire que peut-être tous les hommes blancs ne sont pas les mêmes. J'apprends encore, répondit Elias. Mais j'essaie. Avant de partir, Nanti jeta un dernier regard. Silas Crenshaw raconte qu'il doit sa vie à toi. Il dit que les Shiman l'auraient tué, mais tu as montré la clémence. Je ne voulais pas plus de sang sur cette terre. Moi non plus, murmura Nanti. Mais parfois, le sang coule malgré nous. Alors c'est bon de savoir qu'il y a des hommes comme toi, qui choisissent une autre voie. Les guerriers s'éloignèrent dans les collines. Elias retourna à sa clôture, frappant les piquets dans le sol dur. Ironie du sort, il construisait des barrières sur des terres qu'il venait d'accepter de partager. Mais peut-être que c'est ce dont l'Ouest avait besoin, des hommes capables de tracer des limites tout en gardant les portes ouvertes, comprenant que propriété et générosité ne sont pas incompatibles. Au coucher du soleil, Elias contempla son ranch, beau et impitoyable, plein de promesses et de dangers. Il était venu chercher l'isolement et la paix. Il avait trouvé responsabilité et lien humain. Il avait rendu un cheval volé, gagné une alliance, refusé la vengeance et mérité le respect. Rien de tout cela n'était prévu, mais tout semblait juste. Le cordon de perles rappelait les choix faits et les chemins empruntés. Elias le toucha, puis sortit pour observer les étoiles. Dans le territoire, colons et soldats continuaient de se battre. La guerre entre cultures n'était pas terminée. Le sang coulait toujours dans le sable du désert, et la haine brûlait encore. Mais ici, sur ce petit bout de terre entre les crêtes et la plaine, un homme avait trouvé une autre voie, le respect plutôt que la peur, la justice plutôt que la vengeance, le partage plutôt que la prise. Ce n'était pas grand-chose, mais parfois, le peu suffit. Elias Marlowe entra dans sa cabane, la nuit enveloppant la vallée. Le feu crépitait, illuminant la pièce d'une lumière chaude. Dehors, silence. Pas d'armée, pas de violence, juste une paix durement acquise. Demain apporterait ses défis, ses choix,
ses occasions de rester fidèle à ses principes ou de céder à la facilité. Mais ce soir, Élias pouvait dormir en paix. Il avait fait le bon choix, même quand il aurait été plus simple de faire le mal. Il avait choisi l'honneur dans un monde où l'honneur était rare. Et en faisant ce choix, il avait découvert l'impossible, les ennemis pouvaient devenir alliés, la violence pouvait céder la place à la compréhension, et une seule décision pouvait changer le cours des événements. Le maire peint, le début de l'histoire, n'était qu'un prélude. Ce qui suivait dépendait de lui. Mais qu'importe ce qui viendrait, Élias Marleau y ferait face avec honnêteté, courage et la conviction que faire le bien valait plus que faire facile. La frontière était vaste et brutale, mais elle avait de la place pour des hommes comme lui, des hommes qui construisent des clôtures mais gardent les portes ouvertes, qui comprennent que la terre appartient à tous et à personne, qui choisissent la paix même quand la guerre semble inévitable. Élias ferma les yeux et laissa le sommeil l'emporter. Sous les mêmes étoiles, Nanty et son peuple voyageaient vers des futurs incertains. Mais, pour ce moment, dans cet endroit, deux mondes avaient trouvé un moyen de coexister. Et cela suffisait. Les mois passèrent, et la petite vallée autour du ranch d'Élias Marleau devint un refuge discret. Des voyageurs fatigués, des familles en fuite et même quelques colons méfiants, mais honnêtes, savaient que ces terres étaient un lieu sûr. La réputation d'Élias comme homme de principe se répandit lentement, au fil des murmures et des témoignages, dans tout le territoire. Un matin d'automne, alors que le vent soufflait sur les collines dorées, Élias aperçut une silhouette à cheval au loin. C'était un messager officiel du territoire, le gouverneur lui envoyait une lettre, lui offrant une récompense pour avoir sauvé la vie de Silas Crenshaw et pour avoir préservé la paix avec les Chimans. Élias sourit, mais déclina poliment. Il n'avait pas agi pour la reconnaissance ni pour l'or. Il l'avait fait parce que c'était juste. Cependant, il savait que la paix fragile qu'il avait bâtie pouvait être menacée à tout moment. Des groupes armés se déplaçaient encore dans les montagnes, des bandes de hors-la-loi et des soldats impatients. Mais il se sentait prêt. Il avait appris à observer, à comprendre, et surtout à respecter la vie de tous, même celle de ses ennemis. Un soir, Nanty et une petite escorte réapparurent au crépuscule. Cette fois, ce n'était pas pour demander de l'aide mais pour partager les nouvelles. Les Chimans avaient appris à coexister avec les colons respectueux, à protéger certaines routes et à prévenir les conflits. Élias comprit alors que ses choix avaient eu des conséquences bien plus larges qu'il n'aurait jamais imaginées. La vallée n'était plus seulement son domaine, elle était devenue un symbole vivant de ce que respect et honneur pouvaient construire. Avec les étoiles au-dessus et le feu crépitant dans la cheminée, Élias Marleau réalisa qu'il n'avait pas seulement sauvé un cheval ou épargné un homme, il avait planté les graines d'une coexistence possible entre deux mondes que tout semblait opposer. Et dans ce coin de l'Ouest sauvage, une nouvelle légende commençait à naître, celle d'un homme dont le courage et la justice avaient défié la violence et transformé la haine en respect.